rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Autrefois à Colombéchat, j'avais plein de serviteurs noirs et 4 filles. Les tirailleurs sénégalais, mais pas seulement en réalité, parce que eux venaient effectivement d'Afrique noire, l'AOF, l'AEF, oui. L'Afrique occidentale française, mais il y en a d'autres qui sont venus de tous les continents. Ah oui, de partout, effectivement, du monde entier. Et dès l'année 1914, l'empire colonial français, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, était le deuxième au monde après l'Angleterre. Et si vous voulez, la France c'est 550 000 km². L'empire colonial en 1914, c'est 10 millions de kilomètres carrés. Donc c'est 20 fois la superficie de la France. C'est dire si ça va en Afrique noire, vous venez de le rappeler, parce que sous l'appellation de tirailleurs sénégalais, on avait des Soudanais, des gens qui venaient du Dahomey, un pays qui a changé de nom depuis, la Côte d'Ivoire, enfin voilà, de Guinée. Tous ces pays-là avaient offert leurs hommes, on était allé les chercher, et le ministère des colonies n'existe que depuis 1894, c'est-à-dire 20 ans avant le début du premier conflit mondial. Il y avait les tirailleurs algériens, ah oui, les tabors marocains. Les tabors marocains, absolument, les spahis. Il y avait, alors, c'est vrai que l'Afrique a donné énormément, hein, l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, mais on a aussi des gens qui viennent évidemment de nos départements actuels, Martinique, Guadeloupe, de la Réunion, évidemment, mais aussi de Tahiti, mais aussi de Nouvelle-Calédonie. On traverse la planète pour venir se battre ici sous les couleurs de la France et sous les couleurs de drapeau français sur le territoire français, dans les tranchées. C'est une abomination. On fait venir aussi évidemment des Indochinois. On fait venir des Chinois qui vont venir pour travailler, car on a besoin, en fait, pour être clair, on a besoin de combattants et on a besoin de gens qui travaillent, qui vont entrer dans les usines, qui vont travailler la terre pendant que les paysans sont partis au combat. On regarde des images et on va voir effectivement tous ces cavaliers, tous ces goumiers, tous ces tirailleurs, ces Sénégalais qui, là, on les voit dans le sud de la France, là, près de la Méditerranée. Et évidemment, l'armée française, j'ai envie de dire, n'est pas prête à recevoir tous ces hommes. Il va falloir des ordres venus non seulement du gouvernement, mais aussi de ce ministère des colonies, pour expliquer qu'il faut faire attention au niveau nourriture. Par exemple, il y a des interdits alimentaires pour les combattants musulmans. Eh bien, on va en tenir compte. On va tenir compte aussi des règles d'inhumation. Lorsque les soldats meurent au front, là encore, il faut respecter la façon dont on enterre les musulmans, la façon dont on enterre les bouddhistes, et ainsi de suite. Donc tout cela va modifier évidemment aussi à l'intérieur d'une même armée, d'un même bataillon. Il va falloir s'adapter. On va aller chercher aussi des Indiens. Des Indiens qui viennent d'Inde, des 5 fameux comptoirs indiens que nous possédons, Yanaon, Mahé, Karikal, Pondichéry, Chandernagor. Eh bien, on va faire venir ces Indiens. On va donc les rassembler à Marseille ou à Arles. C'est là que vont être installés les principaux ports d'attache, si je puis dire. C'est là que les hommes vont débarquer sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, avec des températures effroyables pour eux, évidemment. Et puis on va les former et partir vers le front. Les Indiens vont justement partir avec les Britanniques. Ils vont être associés aux Britanniques. On ne va pas créer un bataillon spécial en ce qui concerne l'armée française. Et voilà des travailleurs indo-chinois, des travailleurs chinois qui fabriquent des caisses pour pouvoir y installer les munitions, faire partir les munitions vers le front. C'est dire si nombre de ces travailleurs vont rester après, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et beaucoup vont travailler dans des conditions pénibles, effroyables, pour essayer comment dirais-je, que toutes ces plaies disparaissent, hein, parce qu'on va, là on est à Douaumont, là, le fameux ossuaire de Douaumont, et on vient de voir, il y a un monument spécifique pour les combattants musulmans qui a été Ça veut dire que les corps n'ont évidemment pas été rapatriés là-bas parce que trop compliqué, parce que trop loin, etc. Et déjà très difficile de leur donner une sépulture. Donc les familles, si elles ont voulu à l'époque se recueillir devant les tombes, il fallait venir là. Absolument, il fallait venir là. Alors on faisait au mieux pour les tourner vers la Mecque, en ce qui concerne les musulmans, par exemple, enfin, etc. Ça a été, il y a eu un travail de fait malgré la guerre, malgré les difficultés de la guerre. Et ces travailleurs, je le disais, ont essayé après de nettoyer un petit peu ces plaies, c'est-à-dire reboucher les tranchées, par exemple. Travail extrêmement pénible à faire. Ça faudra un jour qu'on en parle, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se promène en France, on ne voit pratiquement plus de tranchées, sauf dans les lieux de combat durs. Et pour cause, le temps a passé, mais surtout, ça a été rebouché. Et puis, on a déterré les corps pour leur donner une sépulture digne de ce nom. On a aussi déterré des armes. Enfin, voilà, c'était un travail très pénible fait par tous ces travailleurs venus du monde
monde entier pour répondre à l'appel de la France. Merci Frédéric.